Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale va nous emmener En Russie. en Russie. Hein. En Ukraine, plus précisément. On va essayer de comprendre ce qui s'y passe parce que, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la grande offensive ukrainienne, tant annoncée, tant préparée, et pour lesquelles les Occidentaux ont massivement apporté encore un soutien militaire en termes de logistique, en termes d'armes, en termes même de formation. Est-ce que cette grande offensive a débuté? Alors, selon les Ukrainiens, ça n'a pas encore débuté puisqu'ils ont même imposé le silence à leurs soldats. Ça a été révélé par une vidéo, un spot publicitaire même qui circule presque dans la plupart des médias mainstream occidentaux. Mais du côté des Russes, la réponse est claire. Les Ukrainiens ont commencé leur contre-offensive et ils ont voulu pour cela, ils ont commencé dimanche en s'attaquant évidemment au point qu'eux ils considéraient comme étant les zones névralgiques, si tu veux, de la défense russe, et donc notamment à l'est et au sud, dans la ville de Bakhmut, que le groupe Wagner venait justement de conquérir. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu une offensive. Il y a aussi une offensive un peu plus à l'est, notamment de l'autre côté du fleuve Dniepr. Et puis, il y a aussi eu une attaque du côté de la frontière avec la Russie, notamment dans la région de Belgorod. Et là-bas, évidemment, sur ces trois points-là, les autorités russes affirment avoir à chaque fois repoussé les assaillants. Ils ont diffusé un certain nombre d'images dans lesquelles on voit évidemment des blindés se faire détruire. Il faut savoir que les Ukrainiens, eux, ont reconnu effectivement avoir mené des actions offensives, mais ils ne confirment pas si ces actions offensives-là font partie du cadre de la grande opération de contre-offensive, évidemment, qu'ils disent préparer depuis des mois. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens ont décidé de passer à l'attaque, d'essayer de récupérer, de gagner quelques conquêtes, de reconquérir en quelque sorte le territoire. Ça va être difficile, puisque déjà, il ne faut pas oublier qu'en septembre, lorsqu'ils avaient mené leur première contre-offensive, ils avaient récupéré à peu près 10 000 km². Mais là, ils avaient joué sur un facteur déjà très important. C'était sur le fait que, sur la surprise, les Russes ne s'attendaient pas à une telle réplique avec une telle intensité et dans un laps de temps aussi court. Et donc là, ils ont bien retenu la leçon. Ils ont reconquéri la plupart des territoires qu'ils avaient perdus, même si, évidemment, la ville de Kherson, que les Russes avaient abandonné sans combattre, reste toujours aux mains des Ukrainiens, mais n'empêche qu'ils ont quand même pu regagner du terrain. Et le grand symbole de cette reconquête du terrain reste évidemment la prise de la ville de Bakhmut au prix de grosses pertes selon les Ukrainiens. Mais il est clair que des deux côtés, il y a eu des pertes, aussi bien du côté des supplétifs pro-russes, notamment de la milice Wagner, que du côté des Ukrainiens. Alors, un rapport qui avait fuité sur Internet, qui avait été rédigé par le Mossad, les services de renseignement israéliens, explique que au niveau des pertes, il y aurait eu, semble-t-il, entre 200 000 et 250 000 hommes tués du côté des Ukrainiens. Et du côté des Russes, on tourne entre 20 000 et 30 000 hommes décédés au cours depuis le début de ce conflit. Mais évidemment, ce sont des estimations qui sont difficiles à vérifier, tant aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, il n'y a véritablement pas d'informations qui filtrent concernant ces pertes-là. On a aussi pu avoir une certaine idée des pertes, notamment dans des fuites des documents ultra confidentiels qui avaient fuité du Pentagone, dans laquelle, évidemment, on expliquait un peu, on voyait un peu les plans de conquête possibles que les Américains proposaient aux Ukrainiens. Et donc tout ça aussi montre évidemment que c'est à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire là où on estime qu'il y a une faiblesse en termes de système de défense, et notamment dans la zone de Zaporijie, dans la ville de Bakhmut, qui vient à peine d'être reconquise, et donc pour lesquels il y a, si tu veux, le transfert du contrôle de la région de Wagner vers les troupes russes n'est même pas encore achevé. Et donc c'est aussi au niveau de Belgorod, cette zone-là où évidemment on a ce qu'on appelle les soldats russes
pro-ukrainiens de la Légion pour la liberté de la Russie, et ben, là-bas aussi, on voit qu'il y a des tentatives, il y a véritablement une volonté d'agir. Et donc, pour moi, il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est le début de la contre-offensive. Seulement, cette contre-offensive-là ne va pas, évidemment, se faire sur le schéma de ce qu'on avait pu observer en septembre dernier, c'est-à-dire qu'on avait massivement envoyé à la fois des blindés, de l'infanterie et de l'artillerie pour essayer de reconquérir des territoires en jouant, évidemment, sur la surprise. Et donc là, évidemment, sur les près de 2000 km de front que constituent justement les régions du Donbass avec le reste de l'Ukraine, il faut savoir que la Russie a mis un véritable système de défense, aussi bien des systèmes sol-air que des systèmes d'artillerie, que des mines, que des tranchées énormes. Donc, ils ont évidemment, si tu veux, blindé la zone. Maintenant, il y a quelques petits endroits où, effectivement, soit parce que pour des raisons d'organisation, comme par exemple la zone de Zaporijie, parce qu'il y a la centrale nucléaire, il n'y a pas un système, on ne peut pas évidemment tout mettre pour des raisons de sécurité parce qu'il y a la grande centrale nucléaire. Il y a aussi la région de Belgorod. Pourquoi ? Parce que la région de Belgorod, c'est la zone par laquelle transite toute la logistique militaire russe pour aller vers le Donbass. Donc, évidemment, c'est quand même des endroits assez difficiles. On ne peut pas y mettre des mines, etc. parce que c'est là où transite, comme je l'ai dit, toute la logistique militaire. Et donc, c'est par là, évidemment, que les Ukrainiens se rendent compte qu'on peut effectivement mener des attaques. Et puis, il y a aussi un peu plus au sud, et là-bas, évidemment, là aussi, ils espèrent des gains. Bon, alors, est-ce qu'ils ont gagné des territoires? Selon les Russes, non. Selon les Ukrainiens, oui. Ils ont eu une avancée. Ils ont revendiqué de petites prises, notamment un village aux alentours de la ville de Bakhmout. Ce n'est pas rien, parce qu'il faut savoir que, évidemment, dans toutes ces zones-là, si les soldats russes se font prendre, ou ceux de Wagner se font prendre par une chape de feu face à laquelle elle n'est pas en capacité de répondre, eh bien, évidemment, ils sont obligés de reculer. Et c'est ça, et c'est ce qui explique le fait que l'Ukraine ait pu reconquérir ces petits territoires-là. Mais pour le moment, on est encore au début de l'offensive, de la contre-offensive. Maintenant, reste à savoir comment, évidemment, la Russie va répondre, parce que, on le sait, on l'a vu notamment à travers les images qu'elle a envoyées, la percée des défenses russes va être très très difficile, et donc ça veut dire que ça va ça va peut-être encore entraîner énormément de pertes des deux côtés, d'autant plus que cette contre-offensive-là va être d'autant plus difficile parce que il faut savoir qu'un certain nombre d'équipements promis à l'Ukraine ne seront malheureusement pas utilisés durant cette contre-offensive. Il y a notamment les chars Abrams et les F-16 américains. Alors les chars Abrams, parce que les Américains disent qu'ils ne veulent pas en puiser dans leur stock. Donc ce qui a été promis comme chars aux Ukrainiens, ce sont les chars qui devront sortir d'usine. Or il faut en moyenne 6 ou 7 mois pour fabriquer un char et l'expédier jusqu'en Ukraine. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Et l'apprendre à le piloter. Et pour le moment, il y a des Ukrainiens qui sont aux États-Unis qui apprennent à piloter des chars Abrams. Il y en a aussi une autre partie qui est en Pologne, parce qu'il y a une base de l'OTAN en Pologne. Donc là-bas aussi, ils apprennent à utiliser ces chars-là, mais véritablement les utiliser sur le terrain en conditions réelles, ce n'est pas pour maintenant, parce que les chars ne sont pas encore disponibles. Ils doivent être construits. Concernant les F-16, il y a un double problème. C'est vrai que certains pays qui disposent de F-16 sont prêts à les mettre à la disposition des Ukrainiens. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème reste que, en réalité, les F-16 en question sont des vieilles versions de l'avionneur. Et donc, pour le rendre, si tu veux, à la hauteur des avions russes, comme des Sukhov et autres, il faut qu'on y intègre des nouveaux équipements, et notamment des équipements de dernière génération qu'on trouve dans les derniers types de F-16. Donc, il faut d'abord intégrer ces équipements. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème reste au niveau de la formation. Il faut savoir que, selon les Américains, pour former un bon pilote de chasse, il faut en moyenne entre 9 mois et 4 ans. Alors, en essayant de faire en accéléré, en prenant déjà des pilotes ukrainiens qui ont déjà quand même une certaine expérience dans le pilotage, ça devrait tourner aux alentours de 6 mois. Pourquoi 6 mois ? Parce qu'il faut savoir que les pilotes ukrainiens, pour la plupart, ne sont pas habitués à utiliser des équipements américains ou des équipements occidentaux. Donc, ça veut dire que pour pouvoir être en capacité de prendre en main, par exemple, un F-16, il faut
pouvoir s'habituer à ce qu'on appelle l'avionique, c'est-à-dire toute l'ergonomie et toute la technologie qui est à bord d'un avion. Et donc, il faut d'abord, à ces pilotes-là de s'habituer à l'avionique américaine, à utiliser, à comprendre les voyants, à pouvoir être en capacité de pouvoir comprendre comment fonctionne l'appareil. Et ça, évidemment, ça va demander du temps. Et puis, la dernière chose, c'est que pour que ces pilotes-là soient bien formés, enfin, en 6 mois, il faudrait déjà qu'ils aient une assez bonne expérience sur des avions de chasse. S'ils n'en ont pas, s'il faille former de nouveaux pilotes, eh ben ça va demander encore un peu plus de temps, entre 9 mois et 4 ans. 4 ans, c'est maximum, c'est pour les apprentis, ceux qui n'ont jamais en réalité utilisé un avion de chasse, ni même été pilote, qui n'ont ni même aucune notion de pilotage. Donc tout ça, ça veut donc dire que si on doit faire la contre-offensive maintenant, eh ben, ils n'auront pas ces chars Abrams et ils n'auront pas les CF-16. Et donc, ils vont devoir se passer de ces équipements cruciaux et pour lesquels, évidemment, ils attendent énormément pour pouvoir avoir des gains sur le terrain. Et donc, il faut aussi savoir que ces dernières semaines, l'Ukraine était sous pression. Volodymyr Zelensky avait fait le tour de la plupart des leaders européens. Rishi Sunak en Angleterre, Emmanuel Macron en France, Giorgia Meloni en Italie. Il est allé chez Duda en Pologne. Donc tous ces pays-là, évidemment, et il a été également au sommet de l'OTAN où il a rencontré Joe Biden. Et donc, lors de toutes ces rencontres, eh ben, on lui a encore accordé une aide supplémentaire militaire, plus d'armes, plus de munitions pour pouvoir mener cette contre-offensive-là. L'objectif, il varie selon que l'on soit un soutien ukrainien ou ukrainien. Pour les soutiens ukrainiens, l'essentiel pour eux, c'est de mener cette contre-offensive afin d'avoir des gains sur le terrain qui leur permettraient d'être en position de force en vue d'éventuelles négociations futures avec la Russie. Pour les Ukrainiens, il s'agit de reconquérir au moins la totalité des territoires du Donbass, voire la Crimée, s'ils y parviennent, mais ça, évidemment, ça va être une autre paire de manches. Et donc, on est un peu dans cette position-là. Et étant donné que, si tu veux, on sort de l'hiver, là, nous sommes déjà au mois de juin, c'est l'été, c'est-à-dire que les conditions qui rendaient difficile le déplacement, notamment des chars, sur certaines zones du Donbass, se sont améliorés. Et donc, avant l'arrivée prochaine de l'hiver, à partir de septembre-octobre, il faut déjà, ils n'ont plus d'autre choix que de passer à l'attaque maintenant. Et donc, il faut vraiment comprendre ça de la part des Ukrainiens. Parce que les Occidentaux aussi les pressent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le soutien occidental va varier en fonction si tu veux, des couleurs des partis politiques ou des formations politiques à la tête du pays. Il ne faut pas l'oublier, l'Espagne, le Premier ministre Sanchez a perdu 10 des 12 régions qu'il gérait. Il a dû anticiper, il a dû annoncer qu'il allait organiser des élections législatives anticipées le 23 juillet prochain. Rien ne dit qu'il puisse les remporter. Est-ce que si c'est la droite espagnole qui arrive au pouvoir, le soutien apporté par l'Espagne à l'Ukraine de manière massive et indéfectible sera le même? Est-ce que l'opinion publique espagnole va continuer à soutenir l'Ukraine s'il n'y a pas véritablement de résultats positifs, de conquête de la part des Ukrainiens sur le terrain? Et on pourra se poser la même question concernant les autres pays qui vont également organiser la foulée des élections. Sans oublier qu'aux États-Unis, en 2000, et ça je vais en parler peut-être demain, on a un nouveau candidat, Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump. Et puis il faut savoir qu'aux États-Unis, si Donald Trump remporte l'élection en 2024, il a déjà dit plus de soutien à l'Ukraine, plus d'armes, plus rien, on arrête tout. Donc évidemment, on est les Occidentaux. Mais avec ça, il ne va pas gagner. Voilà, et donc les Occidentaux sont conscients de cela. Et donc il faut que l'Ukraine puisse avoir des gains qui puissent non seulement conforter les opinions publiques pour continuer à soutenir l'Ukraine, enfin pour soutenir les gouvernements dans leur soutien à l'Ukraine en termes d'armes et de financement. Sinon, évidemment, si les opinions publiques se retournent, c'est-à-dire que s'ils estiment qu'en réalité ce sont des territoires perdus à jamais puisqu'ils n'arriveront pas à les reconquérir, et bien là, évidemment, ça va être compliqué pour les coalitions ou les partis politiques qui sont à la tête des États européens. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on assiste là à véritablement la contre-offensive ukrainienne. Elle a débuté, elle a démarré, mais elle va se faire par petits coups sporadiques, par petites
je ne dirais pas dose homéopathique, c'est exagéré, mais dire qu'elle va quand même se faire parce que d'un côté, ses alliés souhaitent qu'il passe déjà à l'action, mais d'un autre côté, faute de tous les éléments, de tous les moyens qu'elle avait souhaité avoir pour véritablement avoir une grande offensive d'envergure, notamment les chars. Bon, elle en a, mais elle n'a pas les chars Abrams qu'elle souhaitait, qu'on considère comme étant les meilleurs chars au monde, et elle n'a pas, si tu veux, les avions de chasse, donc les F-16. Elle va donc devoir se débrouiller, et face à une armée russe qui se prépare à les recevoir sur le terrain, ça ne va pas être une sinécure. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning pour l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.